Tolanda, Isenyu, Brazzaville, Isenyu, Dakar Tolanda, Isenyu, Luanda, Isenyu, Abidjan Tolanda, Isenyu, Paris, Isenyu, Sele Tolanda, Isenyu, Montréal, Isenyu, Cotonou, Isenyu, et la République démocratique du Congo durant l'année écoulée. Je voudrais par ailleurs profiter de cette tribune pour souhaiter la bienvenue et réitérer mes félicitations aux nouveaux ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde, accrédités en République démocratique du Congo, et qui m'ont présenté leur lettre de créance en ce début d'année 2025. Votre présence parmi nous marque une nouvelle étape dans nos relations bilatérales et multilatérales, et je suis convaincu que nos collaborations futures renforceront davantage nos liens d'amitié. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2024, bien que marquée par des défis considérables, a également été une année de progrès significatif pour la République démocratique du Congo. Ce fut une année où, face à l'adversité, nous avons choisi la résilience, l'action et la conviction. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour exposer nos priorités et réaffirmer avec fermeté nos attentes envers la communauté internationale face aux menaces persistantes qui pèsent sur notre nation et notre région. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin, libre et transparent, a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Cette confiance, je la considère comme un appel à ancrer durablement la justice, la paix et le développement au cœur de notre gouvernance. Fort de ce plébiscite populaire, j'ai eu l'honneur le 20 janvier 2024 de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment chargé de sens témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Ce modèle, certainement perfectible, représente aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses démocraties émergentes en Afrique et dans le monde. Les institutions issues de ce cycle électoral, toutes installées dans le strict respect de notre Constitution, sont désormais pleinement fonctionnelles et engagées dans la mise en œuvre de réformes destinées à renforcer la gouvernance, à promouvoir l'état de droit et à garantir la transparence dans la gestion de nos ressources publiques. La nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka en tant que Première ministre, première femme à occuper ce poste dans l'histoire de notre pays, est une illustration claire de notre volonté de promouvoir l'inclusion et de renforcer la participation des femmes à la gestion des affaires publiques. Tous ces efforts symbolisent notre détermination collective
à bâtir une république où les aspirations légitimes de chaque citoyen trouvent un écho dans les politiques publiques. Cette dynamique s'inscrit en faux contre toute forme de répression et d'autoritarisme et témoigne de notre engagement à promouvoir des valeurs de liberté, d'inclusion et de respect des droits humains. La République démocratique du Congo avance résolument vers la consolidation de l'état de droit, étant persuadée que sans justice, aucune paix durable ni aucun développement véritable ne peuvent être réalisés. Il s'y est de souligner que j'ai fait de la justice mon cheval de bataille, car c'est sur elle que reposent les fondements d'une nation émergente. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'est par la justice que nous renforcerons l'autorité de l'État et gagnerons la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce début d'année, alors que nous renouvelons nos vœux de paix et de prospérité pour nos nations respectives, je me dois de vous entretenir des défis cruciaux auxquels la République démocratique du Congo fait face, au premier rang desquels se trouve la sécurité de nos populations. L'an dernier, à la même période, nous nourrissions l'espoir d'un retour à la paix pour nos compatriotes des provinces de l'Est, éprouvés par des décennies de conflits armés. Dans cet esprit, mon pays s'était pleinement engagé dans la mise en œuvre de la feuille de route du processus de Luanda. Ce cadre de dialogue, conçu pour restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, visant à désamorcer la crise sécuritaire et à prévenir une escalade régionale. Cependant, en dépit de notre bonne foi et de notre volonté inébranlable de privilégier la voie diplomatique, la situation sécuritaire à l'Est s'est gravement détériorée. Des groupes armés, notamment le M23, soutenu directement par le Rwanda, continuent de semer la terreur dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, forçant des millions de personnes à fuir leur foyer pour s'entasser dans des camps de réfugiés. Le rapport accablant des experts des Nations Unies, publié en décembre 2024, a confirmé ce que nous dénonçons depuis des années. Il établit, preuve à l'appui, la présence de milliers de soldats rwandais sur notre territoire, leur soutien politique, logistique et militaire au M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces actes, qui constituent une violation flagrante de notre souveraineté, ont des conséquences humanitaires désastreuses. En 2024, plus de 650 civils ont été tués dans des attaques perpétrées par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Des milliers d'autres ont été blessés ou portés disparus. La crise des déplacés internes s'est aggravée avec plus de 6 millions de personnes contraintes de quitter leur foyer et vivant dans des conditions précaires dans des camps surpeuplés. Dans les zones sous contrôle du M23, des administrations parallèles, à la fois administratives et coutumières, ont été instaurées de manière illégitime, imposant un régime répressif
qui exploitent les populations locales et sapent gravement l'autorité de l'État. Ces pratiques inacceptables constituent bien plus qu'une tentative de légitimer l'illégalité. Elles s'inscrivent dans une stratégie délibérée visant à affaiblir notre nation tout en mettant en place un système dangereux d'épuration ethnique aux conséquences humaines et sociales désastreuses. Grâce à la médiation du président angolais, son Excellence M. João Lourenço, un cessez-le-feu avait été conclu dans le cadre du processus de Luanda et devait entrer en vigueur début août. La République démocratique du Congo s'y était engagée de manière sincère, espérant qu'il marquerait le début d'une paix durable. Mais, à notre grand regret, cet accord a été maintes fois violé par le Rwanda, qui, par le biais du groupe terroriste M23, continue impunément d'attenter à notre souveraineté nationale. Dans le même ordre d'idées, l'annulation du sommet tripartite du processus de Luanda, prévu le 15 décembre 2024, du fait de l'absence du président rwandais et de l'introduction par la délégation rwandaise d'une nouvelle condition préalable, à savoir l'exigence d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23, témoigne du peu de considération accordée par nos voisins aux efforts de paix. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté. Tolanda,